juin 1982. Un vent glacé pousse les nappes de brouillard sur les collines pelées du sud de l'Atlantique. Deux soldats se font face à travers leur hausse-pièce. L'un porte l'uniforme britannique, l'autre l'uniforme argentin. Et tous les deux tiennent exactement la même arme entre les mains. Le fusil belge de la Fabrique nationale, modèle EFAEL, calibre 7,62 sur 51 mm. Le même mécanisme, la même balistique, la même odeur d'huile sur l'acier. Une guerre où un seul fabricant a armé les deux camps, cela n'arrive presque jamais. Au Malouine, cela s'est produit. Et ce paradoxe résume mieux que n'importe quel manuel ce qu'était vraiment le EFAL. Non pas seulement un fusil, mais un phénomène qui a traversé les frontières politiques, les blocs militaires et les lignes de front. Le parachutiste britannique du régiment de parachutistes avançait à l'assaut des positions argentines près de Goose-Guin avec la version semi-automatique du EFAL. Le conscrit argentin creusait sa tranchée sur cette même colline avec la version entièrement automatique de la même arme, assemblée sous licence dans une usine de Buenos Aires. Les Belges avaient vendu la licence à quiconque payait. Le résultat était inévitable. Sur ce petit archipel battu par les vents, le monde occidental se tirait littéralement dessus avec son propre fusil. Cet absurde est devenu le monument le plus éloquent à la grandeur et à l'ironie du destin de cette arme. Pour comprendre comment un fusil belge s'est retrouvé entre les mains des soldats de 90 armées dans le monde, et pourquoi la nation qui a véritablement orienté sa conception a refusé de l'adopter, il faut remonter à l'Europe dévastée de l'après-guerre, à Liège, en 1946. Liège, en Belgique, occupe une place à part dans l'histoire des armes légères. L'artisanat armurier y est pratiqué depuis des siècles, et c'est là qu'au XIXe siècle a grandi une entreprise dont le nom résonne encore dans tous les arsenaux du monde. La Fabrique nationale d'armes de guerre, connue simplement sous le sigle EFEN. Mais en 1946, la firme traversait une période difficile. 4 années d'occupation allemande avaient laissé des traces profondes, morales autant que productives. Les ateliers avaient travaillé pour l'occupant, et la réputation demandait à être reconstruite. Le meilleur moyen de retrouver sa place était simple: créer une arme que le monde entier voudrait acheter. C'est à ce moment précis qu'entrent en scène 2 hommes, Dieudonné Sève et Ernest Verviers, 2 ingénieurs de la Fabrique nationale à qui l'on confie la conception d'un nouveau fusil d'assaut chambré pour une cartouche intermédiaire. Tous deux avaient compris la leçon de la guerre. Les Allemands avaient été les premiers à mettre en œuvre le concept de cartouche intermédiaire et de fusil d'assaut. Leur Sturmgewehr 44 avait démontré qu'un soldat n'avait pas besoin d'une cartouche pleine puissance pour combattre aux distances réelles du champ de bataille. Une munition moins puissante, une arme plus légère, et l'on se bat plus efficacement. Saïve et Verviers pensaient de même. Leur premier prototype, achevé en 1947, était chambré pour la cartouche allemande de 7,92 sur 33 mm. Celle-là même pour laquelle le Sturmgewehr avait été développé. Mais dès 1948, sur suggestion britannique, FN retravailla le concept autour du calibre 0,282 pouces, soit 7 sur 43 mm. Une cartouche intermédiaire développée par la Grande-Bretagne, jugée supérieure par les 2 pays. C'est autour de cette munition que naquit le vrai fusil automatique léger, présenté aux essais britanniques en 1949. Mais la grande politique entra alors en jeu. En 1949, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, se structurait comme bloc militaire. Les Américains, qui portaient en réalité le budget et la logistique de l'Alliance, exigeaient une chose: toutes les nations membres devaient utiliser la même cartouche. C'était la doctrine de standardisation. Raisonnable du point de vue de l'approvisionnement et catastrophique du point de vue du compromis technique.
La cartouche que les Américains imposaient portait le calibre 7,62 sur 51 mm. Elle était nettement plus puissante que toute cartouche intermédiaire et se rapprochait en réalité d'une munition pleine puissance. Save et Verviers résistèrent. Ils savaient qu'avec une telle munition, concevoir un fusil d'assaut léger et contrôlable en tir automatique serait extrêmement difficile. Le recul serait excessif. Le canon se lèverait inexorablement vers le ciel à chaque rafale, et la masse de l'arme augmenterait. Ils avaient raison, mais ils perdirent. La cartouche américaine fut adoptée comme standard de l'Alliance en 1954, et tout le projet du FAL fut reconfiguré en fonction de ces exigences. Les constructeurs se mirent au travail avec ce qu'ils avaient. Pour le mécanisme d'automatisme, ils choisirent un principe éprouvé, le prélèvement de gaz avec un piston à course courte disposant de son propre ressort récupérateur. Le tube de gaz et le piston étaient placés au-dessus du canon. La culasse se verrouillait par translation longitudinale et abaissement de la partie arrière du porte-culasse. Un régulateur de gaz permettait de doser précisément la quantité de gaz prélevée ou de les couper entièrement lors du tir de grenade à fusil. Le mécanisme de détente à percuteur fut conçu comme un module distinct avec son propre ressort de percussion, une solution simplifiant l'entretien et les réparations en conditions de campagne. La sûreté, combinée au sélecteur de tir, était placée à gauche, au-dessus de la poignée pistolet. 3 positions. Sûreté, feu coup par coup, feu automatique. La crosse existait en version fixe ou repliable, ce qui entraînait une différence structurelle. Sur les modèles à crosse monobloc, le ressort récupérateur logeait à l'intérieur de celle-ci. Sur les versions à crosse repliable, il était transféré dans la boîte de culasse. Les premiers exemplaires du EFAL étaient équipés de bois, fût et crosse en bois, solution alors naturelle et bien maîtrisée. Mais dès le début des années 50, le bois céda progressivement la place aux matières plastiques, plus légères, moins coûteuses à produire et insensibles à l'humidité. L'alimentation s'effectuait par chargeur boîte de 20 cartouches. Et là se cachait une particularité notable. La version britannique du fusil reçut ses propres chargeurs, incompatibles avec ceux des FAL d'autres productions nationales. Les Britanniques l'avaient fait délibérément, préservant leur indépendance logistique, mais créant du même coup un sérieux problème pour tout allié qui se serait retrouvé à leur côté sans les bonnes munitions. À la fin des années 50, Save et Verviers tenaient entre les mains un fusil achevé. Fiable sur le papier, convaincant à la présentation, élégant à la décomposition. Il ne restait plus qu'une chose à prouver, sur le pas de tir et au combat. Et les premières épreuves allaient montrer que la distance entre une planche à dessin et un vrai champ de bataille est bien plus longue qu'on ne pouvait l'imaginer. Le polygone d'Herstal, en banlieue de Liège, n'est pas une place d'armes de parade. C'est l'endroit où une arme prouve sa valeur, ou part à la ferraille. En 1951, le EFAL y affronta la réalité pour la première fois, et la réalité se montra désagréable. Le problème principal était prévisible. Save et Verviers eux-mêmes l'avaient anticipé lorsqu'ils s'étaient opposés aux Américains sur le choix du calibre. La cartouche de 7,62 sur 51 mm, en tir automatique, transformait le fusil en quelque chose d'intermédiaire entre un outil et un embarras. Le canon se lèverait inexorablement, non pas parce que la conception était mauvaise, mais parce qu'on ne triche pas avec la physique. La puissance de la munition générait un recul si violent qu'un tireur expérimenté peinait à maintenir son point de visée dès la 2e balle d'une rafale. La 3e et la 4e partaient dans le ciel, bien au-dessus de la tête de l'adversaire. Les ingénieurs essayèrent tout. Ils modifièrent la géométrie de la crosse, expérimentèrent des freins de bouche et des compensateurs, ajustèrent la tension du ressort récupérateur. Cela aidait partiellement, mais rien ne résolvait complètement le problème. Les observateurs militaires de plusieurs nations de l'OTAN prenaient note lors des essais et en tiraient leurs conclusions. Certaines armées,
Les Britanniques et les Australiens en tête prirent la décision de supprimer purement et simplement le tir automatique de leur version. Leur variante du EFAL ne tirait qu'en coup par coup. C'était une reconnaissance honnête d'une limitation. Un tir automatique contrôlé avec cette arme, sous 7 cartouches, était impossible à obtenir, alors pourquoi faire semblant ? D'autres armées conservèrent le mode automatique, sachant qu'il rassurait davantage le soldat psychologiquement qu'il ne lui offrait d'avantages tactiques réels. Il y avait un autre sujet que l'on s'efforçait de ne pas ébruiter lors des essais. Le EFAEL se révélait sensible à l'encrassement, en particulier dans les conditions de forte poussière. Le régulateur de gaz, l'une des principales innovations techniques de la conception, nécessitait un nettoyage régulier, faute de quoi, il commençait à fonctionner de manière imprévisible. Sur un polygone, la solution était simple, un entretien correct, et le problème disparaissait. Mais le champ de bataille n'est pas un polygone, et le soldat n'a pas toujours la possibilité de démonter son arme et d'essuyer chaque pièce. Cette faiblesse fut soigneusement occultée dans les rapports officiels, qui insistaient sur la fiabilité de l'arme, à condition d'un entretien rigoureux. La différence entre un entretien rigoureux en caserne et les conditions réelles du combat devint évidente plus tard en Afrique. Le premier emploi au combat du FAL ne se produisit pas en Europe, et pas dans le scénario prévu par ses créateurs. L'armée belge l'utilisa au Congo, lors des opérations menées pendant la désintégration de l'empire colonial, à la fin des années 50 et au début des années 60. Les conditions y étaient aux antipodes du théâtre d'opération européen. Jungle humide, poussière rouge latéritique sur les pistes, pluie tropicale, température atteignant 40 degrés Celsius. C'est là qu'il apparut que le régulateur de gaz, dans de telles circonstances, était davantage une planche de salut qu'un fardeau. Les soldats apprirent rapidement à ouvrir l'alimentation en gaz au maximum dans la jungle humide et à la réduire dans la savane poussiéreuse, obtenant un fonctionnement fiable du mécanisme dans des environnements très différents. Le fusil se battit, et se battit convenablement. À peu près au même moment, le FAL commença à apparaître dans les mains de participants à divers conflits africains et moyen-orientaux. La Fabrique nationale vendait volontiers des licences. Les préférences politiques des acheteurs intéressaient le service commercial de la firme nettement moins que leur solvabilité. Une production sous licence fut lancée en Australie, en Argentine, en Autriche, en Israël, en Inde, au Canada et dans plusieurs autres pays. Dans chacun d'eux, apparurent inévitablement des variantes locales, dans les matériaux, les finitions et certains détails de construction. La version israélienne se distinguait par un canon raccourci et une crosse repliable. La compacité était essentielle lorsqu'on combattait dans les ruelles urbaines et les couloirs étroits. La version canadienne, elle, conserva plus longtemps que les autres sa configuration classique avec des éléments en bois. Dans ce même temps, en Europe, se jouait un autre théâtre, diplomatique. Et c'est là que le FAL vécut l'un des épisodes les plus douloureux de sa biographie, qui reste aujourd'hui le symbole de la façon dont la politique détruit le bon sens. Les États-Unis, qui avaient exigé l'adoption de leurs cartouches et influencé de façon décisive la forme finale du FAL, le rejetèrent eux-mêmes. En 1957, l'armée américaine adopta le M14, une conception nationale, elle aussi chambrée en 7,62 sur 51 mm, mais américaine. Le FAL avait participé aux essais comparatifs américains et surpassait le M14 sur plusieurs critères. Ce n'était pas un secret. Les experts militaires américains eux-mêmes le consignaient dans leurs rapports. Pourtant, le M14 l'emporta. La raison n'était pas technique. L'industrie de défense américaine n'avait aucune intention de céder un contrat d'État colossal à un fabricant belge. C'était une affaire de politique, d'économie et de prestige national. Le Pentagone choisit le sien, même si l'étranger était meilleur. Pour la fabrique nationale, cette décision fut à la fois un coup dur et un paradoxe.
Le pays dont le Standard avait contraint à repenser entièrement la conception de l'arme se détournait de cette même arme. Mais à ce stade, le EFAL n'avait plus besoin de la bénédiction américaine. La file des acheteurs s'allongeait partout dans le monde. L'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal. La liste des nations de l'Alliance et de leurs alliés s'étoffait d'année en année. En dehors de l'Alliance, encore plus vite. Au milieu des années 60, des soldats portaient le EFAL sur 5 continents. Le Vietnam ajouta à ce tableau un accent nouveau et inattendu. L'armée du Vietnam du Sud reçut des FAL dans le cadre des livraisons d'armement occidentales. Dans les jungles d'Indochine, où les distances de combat dépassaient rarement quelques dizaines de mètres, la puissante cartouche de 7,62 sur 51 mm se révélait surdimensionnée, mais étonnamment utile sur un point précis. Le projectile de ce calibre perçait les fourrés denses et les abris légers, là où une cartouche intermédiaire plus faible perdait son énergie et déviait de sa trajectoire. Les soldats qui combattaient dans la jungle le disaient franchement. Le FAL frappe à travers la végétation, à l'endroit où l'adversaire croyait être à l'abri. Cette propriété fut relevée aussi bien par les conseillers britanniques opérant dans la région que par les militaires portugais qui menaient, ces mêmes années, des opérations contre-insurrectionnelles en Angola et au Mozambique, avec cette même arme entre les mains. Les guerres coloniales portugaises en Afrique allaient constituer l'un des chapitres les plus longs et les plus exigeants de la biographie opérationnelle de ce fusil. 3 théâtres simultanés, 13 ans de campagne, et des leçons que nul rapport de Polygone n'aurait pu anticiper. Le Portugal entra en guerre en 1961. Non pas en Europe, mais sur 3 fronts africains simultanément. L'Angola d'abord, puis le Mozambique, puis la Guinée-Bissau. Pendant plus de 13 ans, l'armée portugaise mena des opérations contre-insurrectionnelles dans des territoires immenses, aux climatologies opposées, contre des adversaires qui recevaient leur soutien de pays du bloc de l'Est. Et dans tout cela, le FAL fut l'arme de base du fantassin portugais. Ce que ces guerres africaines apprirent sur ce fusil ne figure dans aucun rapport de Polygone. En Angola, les soldats affrontaient une brousse dense, où la visibilité se réduisait parfois à quelques mètres. En Guinée-Bissau, les pluies torrentielles et les marécages mettaient l'arme à l'épreuve de l'humidité de façon permanente. Au Mozambique, la poussière rouge des plateaux testait le régulateur de gaz à chaque patrouille. Le résultat, après des années de campagne, était sans ambiguïté. Le FAL fonctionnait dans tous ces environnements, à condition d'une discipline d'entretien sans faille. Les sous-officiers portugais, qui avaient passé plusieurs tours de service en Afrique, maîtrisaient parfaitement le réglage du régulateur selon le terrain. Ceux qui négligeaient cet apprentissage payaient le prix au moment le moins opportun. Les Portugais relevèrent également ce que beaucoup d'autres armées avaient constaté avant eux. En tir automatique, la cartouche de 7,62 sur 51 mm rendait le fusil difficile à maîtriser pour un conscrit de formation ordinaire. Les sergents expérimentés tiraient coup par coup et visaient. Les recrues vidaient leurs chargeurs dans la végétation en espérant toucher quelque chose. La différence de résultat était spectaculaire. Ce n'était pas un défaut de conception, c'était la physique de la munition imposée par Washington, que ni Sèvres ni Verviers n'avaient été en mesure d'esquiver. Pendant que le Portugal s'épuisait en Afrique, la compétition sur le marché mondial des armes légères prenait une tournure nouvelle. Le fusil américain M16, apparu en 1963 dans l'armée des États-Unis, ne suscita d'abord aucune inquiétude sérieuse à Liège. Une arme légère en matière plastique, sous une cartouche intermédiaire faible, semblait peu convaincante aux ingénieurs de la Fabrique nationale, comparée au puissant et éprouvé EFAEL. Mais ce moment d'autosatisfaction allait se révéler une erreur stratégique majeure. La guerre du Vietnam réécrivit les exigences imposées à l'arme d'infanterie directement pendant les combats. Les soldats américains opérant en jungle découvrirent qu'une cartouche plus légère signifiait davantage de munitions par homme, qu'une arme moins lourde réduisait la fatigue à la marche,
et qu'aux distances réelles du combat en forêt, la différence d'efficacité entre les deux munitions était pratiquement imperceptible. Le Pentagone tira ses conclusions rapidement. La doctrine changea et avec elle, le marché mondial commença à se transformer. La Fabrique nationale ne réagit pas immédiatement. Au début des années 70, la firme tenta une modernisation du FAL, proposant plusieurs versions améliorées, à l'ergonomie retravaillée et aux composants allégés. Mais le problème fondamental demeurait sans solution. La cartouche de 7,62 sur 51 mm ne disparaissait nulle part, et avec elle, persistait le recul incontrôlable en tir automatique. Travailler sur la forme extérieure ne changeait pas la physique. C'est précisément à ce moment qu'au sein de l'OTAN s'engagea une discussion discrète mais insistante sur le changement de cartouche standard. Les Américains, dont l'armée combattait déjà avec le M16 et avait mesuré les avantages du petit calibre, commencèrent à pousser pour l'adoption du 5,56 sur 45 mm comme nouveau standard de l'Alliance. Pour le FAL, cela aurait signifié un verdict technique sans appel. Reconcevoir entièrement une arme bâtie autour d'une puissante cartouche pleine puissance pour une munition légère et courte n'avait aucun sens. L'arme qui en serait sortie aurait été entièrement différente. Les Belges n'attendirent pas la décision venue d'en haut. Parallèlement aux tentatives de prolonger la vie du FAL, la Fabrique nationale engagea le développement d'un fusil entièrement nouveau, le EF-Ense, présenté dans sa version définitive en 1978. Ces travaux se déroulèrent sous une pression intense. L'Alliance avait lancé un concours pour une nouvelle cartouche standard et un nouveau fusil standard, et Liège devait avoir un produit prêt à temps. La situation se répétait. Encore un concours, encore une cartouche américaine comme point de référence, encore la politique primant sur les arguments techniques. Pendant que les états-majors débattaient de l'avenir, le FAL continuait de se battre. En 1967, la guerre des 6 jours éclata au Moyen-Orient. L'armée israélienne engagea dans ce conflit sa propre version du FAL, un modèle raccourci à crosse métallique repliable. La campagne éclair en terrain ouvert révéla un autre visage de ce fusil. Aux distances moyennes et longues du désert, la puissante cartouche de 7,62 sur 51 mm offrait des avantages réels et mesurables. Les soldats israéliens engageaient des cibles à des distances où un tireur équipé d'une cartouche intermédiaire était déjà pratiquement impuissant. La balistique de la munition pleine puissance fonctionnait exactement comme ses concepteurs l'avaient prévu. Pourtant, dès la guerre du Kippour en 1973, Israël commença à basculer progressivement vers le M16 américain et ses dérivés. La raison était pragmatique. Les États-Unis étaient devenus le principal fournisseur d'armement d'Israël et livraient ce qu'ils produisaient eux-mêmes. La dépendance politico-militaire vis-à-vis de Washington dictait aussi le choix des armes. Le FAL quitta l'armée israélienne non parce qu'il avait perdu sur le terrain, mais parce qu'il avait perdu dans la chaîne des approvisionnements politico-militaires. En Amérique latine, le destin s'écrivit différemment. Le EFAEL s'y installa pour des décennies et combattit dans des rôles des plus inattendus. L'Argentine, qui avait lancé sa propre production sous licence, équipa son armée, sa police et plusieurs unités spéciales chargées de lutter contre les formations armées et les trafiquants de drogue durant les années 70 et 80. La Bolivie, la Colombie, le Venezuela, partout où l'armement occidental arrivait dans le cadre des programmes américains d'aide aux Alliés, le fusil belge figurait parmi les options standards. Les forces de sécurité colombiennes livrèrent sur ce fusil des observations particulièrement instructives. Durant l'affrontement prolongé avec les groupes armés dans les années 70 et 80, les militaires colombiens notèrent une propriété décisive du FAL. La puissance de la cartouche de 7,62 sur 51 mm donnait un avantage certain lorsque l'adversaire se dissimulait derrière des constructions légères, murs de bois,
véhicules ou fortifications de jungle en rondins. Le projectile perçait ces obstacles avec certitude, là où les calibres plus légers perdaient leur énergie et déviaient de leur trajectoire. Dans une guerre contre-insurrectionnelle où l'ennemi se couvre de tout ce qui est disponible, ce fut un argument de poids en faveur de l'arme belge. En octobre 1980, l'OTAN adopta officiellement la nouvelle cartouche standard de 5,56 sur 45 mm. Pour le FAL, c'était le signal de la fin d'une ère de domination. Mais ailleurs dans le monde, une autre histoire commençait, plus obscure, plus diffuse et infiniment plus longue. Et avant que cette histoire ne s'écrive, il restait encore une bataille à livrer. La plus absurde, la plus paradoxale, et sans doute la plus révélatrice de toute la carrière de cette arme. Avril 1982. Les troupes argentines débarquent au Malouine et s'emparent de Stanley en quelques heures. Londres répond sans délai. Une task force britannique appareille vers l'Atlantique Sud avec des troupes de débarquement à bord. Deux nations foncent l'une vers l'autre à travers 3000 miles nautiques d'océan ouvert. Et les deux armées emportent avec elles le FAL. La Grande-Bretagne avait adopté le FAL en 1957 sous la désignation britannique L1A1. L'Argentine avait lancé sa propre production sous licence et équipé son armée de la version assemblée à Buenos Aires dans les ateliers de la Fábrica Militar de Armas Portátiles, la fabrique militaire d'armes portatives. La différence essentielle entre les deux versions se résumait à un seul point. La version britannique était semi-automatique, sans mode automatique. La version argentine conservait la possibilité de tirer en rafale. Pour le reste, même culasse, même mécanisme à gaz, même cartouche. Lorsque le débarquement britannique commença dans la baie de San Carlos, le 21 mai 1982, les premiers accrochages révélèrent ce paradoxe dans toute son absurdité. Les soldats du régiment de parachutistes poussaient à l'assaut des positions argentines, et les deux camps entendaient le même claquement caractéristique de la détonation. La même balistique, le même comportement du projectile sur la cible. Les infirmiers britanniques, qui soignaient les blessés des deux bords, consignaient des blessures identiques, parce qu'elles avaient été infligées par une seule et même arme. Le combat de Goose Green, du 28 au 29 mai, fut l'un des affrontements les plus durs de toute la guerre. Le 2e bataillon du régiment de parachutistes attaqua les positions argentines fortifiées en terrain découvert, pratiquement sans couverture. Les Argentins tenaient le feu depuis des emplacements préparés de longue date. Les Britanniques avançaient, L1A1 en main. Le commandant du bataillon, le lieutenant-colonel Herbert Jones, fut tué alors qu'il entraînait personnellement ses hommes à l'assaut d'un pan d'appui adverse. Il fut décoré à titre posthume de la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire britannique. Les Britanniques s'emparèrent de Goose Green, mais le prix fut lourd. 18 soldats britanniques tombèrent et les pertes argentines s'élevèrent à environ 50 tués et près de 1000 prisonniers. Ce que le combat de Goose Green révéla au-delà des chiffres, c'est une réalité tactique que l'état-major britannique n'avait pas pleinement anticipée. Les parachutistes avançaient avec une arme semi-automatique sur un terrain dégagé, face à des défenseurs qui, eux, pouvaient tirer en rafale depuis des positions couvertes. La densité de feu argentin surpassait celle des assaillants britanniques à chaque fois que la distance se resserrait. Les sous-officiers du régiment en tirèrent une conclusion immédiate et brutale. Dans un assaut frontal contre des positions tenues, l'absence de tir automatique coûtait des hommes. Sur le mont Longdon, dans la nuit du 11 au 12 juin, le 3e bataillon du régiment de parachutistes livra l'un des combats nocturnes les plus violents de la campagne. Les positions argentines étaient tenues par des soldats entraînés et bien approvisionnés en munitions. Le sergent Ian McKay entraîna plusieurs hommes à l'assaut d'un emplacement de mitrailleuses qui clouait sa section au sol. Ses camarades furent blessés dans la charge, et il continua seul jusqu'à être tué sur la position ennemie. Il reçut lui aussi la Croix de Victoria à titre posthume.
Ce sont les combats du mont Longdon qui mirent le plus crûment en lumière la supériorité argentine en matière de densité de feu. Leur EFAEL en mode automatique permettait de saturer un couloir d'approche, là où les Britanniques devaient compter sur la précision de leurs tirs individuels. Dans la phase finale de la guerre, lors des combats pour Stanley au début de juin, les commandants britanniques se heurtèrent à une difficulté supplémentaire qu'ils n'avaient pas prévue. Les tireurs d'élite argentins, équipés de la même arme, opéraient avec efficacité sur des distances de plusieurs centaines de mètres dans les collines nocturnes. La puissante cartouche de 7,62 sur 51 mm, entre les mains d'un tireur correctement formé, faisait du FAL un outil de tir précis à moyenne portée. Précisément la caractéristique que les concepteurs avaient intégrée à l'arme depuis le début, et qui se retournait désormais comme une menace sérieuse contre ceux qui l'avaient conçue. L'Argentine subit une défaite militaire. Le 14 juin 1982, la garnison argentine capitula. La guerre des Malouines avait duré 74 jours. Les deux camps avaient subi des pertes sensibles. Les îles restèrent britanniques et le monde entier reçut un exemple rare de la même arme se retrouvant des deux côtés d'un même front dans une même guerre. Lorsque les soldats britanniques ramassèrent les prises sur les collines reconquises, parmi l'armement argentin capturé, se trouvaient des dizaines d'exemplaires du FAL assemblés à Buenos Aires. Les armuriers britanniques les examinèrent avec un intérêt professionnel et constatèrent que les fusils argentins ne le cédaient pas en qualité d'exécution à ceux qu'ils tenaient eux-mêmes entre les mains. La production sous licence en Argentine s'était révélée suffisamment soignée pour que l'arme fonctionne exactement comme l'original. C'était sans doute le meilleur compliment jamais adressé aux concepteurs belges, exprimé dans les circonstances les plus inconfortables qui soient. Pour la fabrique nationale, les Malouines furent à la fois une démonstration et un avertissement. Une démonstration parce que le fusil avait tenu dans des conditions extrêmes, vent glacial, brouillard marin, boue, épuisement physique des combattants. Un avertissement parce que c'est précisément après les Malouines que l'armée britannique s'engagea sérieusement dans le remplacement du L1A1 par une arme plus moderne. Les enseignements de la campagne étaient sans équivoque. Un fusil semi-automatique sans mode automatique perdait face à une arme capable de tirer en rafale lors des combats rapprochés et dans les tranchées. Les soldats manquaient de densité de feu dans les moments décisifs de l'affrontement. En 1985, l'armée britannique adopta le SA-80, un système d'armes légères chambré pour le 5,56 sur 45 mm, comprenant le fusil L85A1 et la mitrailleuse légère L86A1. Le rideau tombait sur le EFAL dans les armées qui en avaient fait leur arme de référence depuis près de 30 ans. Mais ailleurs dans le monde, une autre existence commençait pour ce fusil, plus obscure, plus diffuse et infiniment plus longue. Quand les derniers coups de feu retentirent aux Malouines, le EFAEL entrait dans une nouvelle existence. Non plus celle d'une arme de référence d'un bloc militaire, mais celle d'un fusil sans passeport, disponible, redoutable, circulant dans des circuits que ses créateurs n'avaient jamais imaginés. La dissolution de la Yougoslavie au début des années 90 ouvrit les arsenaux d'une armée qui avait constitué ses stocks pendant des décennies. Le EFAL avait été introduit en Yougoslavie dans les années 70 par des canaux de coopération militaire et de commerce d'armement. Lorsque l'État se fragmenta dans la violence, les dépôts s'ouvrirent et leur contenu se dispersa dans toutes les directions. Le fusil belge se retrouva en Bosnie, en Croatie, au Kosovo, sans choisir son camp, sans regarder l'uniforme de celui qui le tenait. Des combattants de plusieurs factions rivales l'utilisèrent simultanément dans les mêmes villes, sur les mêmes lignes de front. Ce n'était plus une ironie du destin comme aux Malouines. C'était simplement le marché de la guerre civile, brutal et indifférent à l'origine de la marchandise. En Afrique subsaharienne, le tableau se répéta avec une brutalité particulière. Les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone,
Les affrontements dans l'immense territoire de la République démocratique du Congo. Partout, parmi les armes recensées par les journalistes et les agents des organisations internationales, le FAL était présent. Il avait depuis longtemps cessé d'être le symbole du bloc occidental pour devenir simplement une arme, accessible, efficace et mortelle entre n'importe quelle main. Des miliciens qui n'avaient jamais entendu parler de Liège manipulaient avec aisance un mécanisme conçu dans un bureau d'études belge au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En Afghanistan, après 1991, un flux continu d'armement provenant de l'effondrement soviétique et de ses anciens alliés inonda le pays. Parmi ce matériel figuraient des EFAEL qui avaient transité par plusieurs mains avant d'aboutir sur les marchés locaux et dans les caches des commandants de terrain. On les achetait, on les vendait, on les transmettait, on les prenait à l'ennemi, sans se préoccuper du fait que leur fabricant siégeait à Liège et s'intéressait depuis longtemps à d'autres modèles. Une arme conçue comme bouclier du monde occidental face à l'Est errait désormais dans les bazars orientaux, sans surveillance et sans origine déclarée. Parallèlement à cette dispersion incontrôlée, plusieurs pays connurent un renouveau institutionnel inattendu du EFAL, non plus comme fusil d'infanterie de base, mais comme plateforme de tir de précision. Dès les années 60 et 70, certaines armées utilisaient déjà les versions semi-automatiques du EFAL comme arme d'appui à moyenne portée. Aux distances de 300 à 600 mètres, la cartouche de 7,62 sur 51 mm offrait une précision et un pouvoir d'arrêt que le 5,56 sur 45 mm ne pouvait pas égaler. Dans plusieurs armées latino-américaines, des versions du EFAL, équipées de lunettes de visée, furent employées contre les formations armées des cartels de la drogue, là où il fallait neutraliser une cible avec précision à travers une végétation dense ou atteindre un occupant de véhicule léger. Le fusil que beaucoup considéraient déjà comme un anachronisme prouvait dans les faits que son avantage fondamental, la puissance d'une cartouche pleine puissance, restait dans certaines situations sans équivalent direct. Le Brésil s'affirma comme l'utilisateur le plus fidèle du FAL parmi les grandes armées du monde. Les forces armées brésiliennes le produisirent dans leurs propres ateliers sous la désignation FAL Para, une version à canon raccourci et à crosse repliable, conçue pour les opérations en jungle. Cette version resta en usage partiel dans l'armée brésilienne jusqu'à la première décennie du XXIe siècle, aux côtés de matériel plus récent. Les militaires brésiliens la prisaient pour la puissance de sa cartouche en Amazonie, où les distances de combat sont courtes, mais où la capacité du projectile à traverser la végétation est critique. Là où les équipements modernes attendaient encore leur livraison, le vieux fusil de Liège accomplissait sa tâche sans la moindre prétention. Lors de la guerre du Golfe en 1991, les soldats de plusieurs États arabes de la coalition combattirent FAL en main, côte à côte, avec les troupes américaines armées de M16. Deux générations d'armes d'infanterie occidentales opérèrent dans une même campagne, et personne n'y trouva rien d'extraordinaire. Le FAL était devenu une composante si durable du paysage armé que sa présence avait cessé de surprendre, même lorsqu'il côtoyait l'arme censée l'avoir remplacée un quart de siècle plus tôt. L'Inde, l'un des premiers pays hors d'Europe à produire cette arme sous licence, en conserva des exemplaires dans ses arsenaux encore plus longtemps que le Brésil. La version indienne, fabriquée dans les ateliers d'Ishapur, différait de l'original britannique par plusieurs détails, notamment une crosse héritée des anciens modèles d'infanterie britannique. Dans son essence, c'était pourtant toujours le même fusil imaginé par Sèvres et Verviers dans l'après-guerre. Son retrait progressif s'étala sur tant d'années qu'il couvrit les carrières de plusieurs générations de soldats. L'un des épilogues les plus inattendus de la biographie du FAL est américain. Aux États-Unis, le pays qui avait refusé d'adopter cette arme pour son armée, elle devint l'un des fusils semi-automatiques les plus populaires sur le marché civil. Des fabricants américains produisent des clones et des répliques du FAL depuis des décennies, la demande est constante, et la communauté des amateurs de cette arme en Amérique compte des dizaines de milliers de personnes.
Le pays qui avait rejeté le FAL sur le plan politique et militaire l'accueillit avec enthousiasme comme arme de collection et de sport. Ni Dieudonné Saïve, ni Ernest Verviers, lorsqu'ils s'installèrent à leur table à dessin dans le bureau d'études liégeois en 1946, n'avaient envisagé pareille conclusion. Aujourd'hui, le FAL figure officiellement à l'inventaire de plusieurs dizaines d'États, principalement en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient. La plupart ne l'emploient plus comme fusil de service principal, mais comme partie d'un arsenal mixte, aux côtés de systèmes plus récents, dans les unités de réserve ou les sous-unités d'instruction. C'est toujours du service actif, pas un socle de musée. Ayant survécu à plus de 7 décennies, le FAL ne fut jamais l'arme d'une seule époque ni d'un seul camp. Il combattit sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Des soldats de 90 armées le tinrent entre leurs mains. Des fjords norvégiens au-delà du cercle polaire, jusqu'aux jungles équatoriales du Congo. Il servit à défendre des régimes et à les renverser. Des alliés et des ennemis, des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires, des colons et des partisans, s'en servirent les uns contre les autres. Et c'est aux États-Unis, le pays qu'il avait jadis rejeté, qu'il trouva sa dernière vie, longtemps après que son dernier utilisateur militaire l'eut rangé dans une caisse pour la dernière fois.